Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire. Donc, on va attendre 14 heures pour commencer dans quelques minutes. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire autour de la réforme du dispositif d'évaluation des ESSMS organisé par Qualité Val Entreprise en partenariat avec l'APESM. Le webinaire va se dérouler en deux temps. Une première partie de présentation qui durera une quarantaine de minutes et une seconde partie de questions-réponses, un échange avec vous qui durera 15-20 minutes. Donc, pour participer, vous avez sur le côté droit de votre écran un onglet « Questions » dans lequel je vous invite à poser vos questions durant le webinaire afin qu'on puisse y répondre à la fin de la présentation. Également un onglet sondage dans lequel je vous ai préparé 3 courtes questions. Voilà, si vous avez quelques minutes pour y répondre, ça permettra de mieux se connaître. Je m'appelle Antoine Maître, je suis chef de projet logiciel chez Qualité Val Entreprise et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 2 intervenantes, Cathy Ducos de l'APESM et Marie Leroy de l'ADAPI Var Méditerranée. D'un côté, diplômée en ingénierie de la santé, Cathy Ducos exerce le métier de consultante dans le secteur médico-social depuis 2002. Elle est représentante d'un organisme habilité à l'évaluation externe depuis 2012 et depuis 2018, Cathy Ducos est également membre de la direction collégiale de l'APESM, où elle est chargée de la communication externe et des relations avec la Haute Autorité de Santé et avec la Direction générale de la cohésion sociale. Cathy Ducos va nous apporter aujourd'hui son regard d'évaluatrice externe sur cette réforme. Et de l'autre côté, diplômée en management et gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, Marie Leroy a débuté sa carrière professionnelle comme responsable qualité et gestion des risques et cadre administratif, et depuis 2015, directrice d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Depuis 2019, elle a rejoint l'ADAPI Var Méditerranée, où elle exerce le poste de directrice développement, projet et qualité. Et Marie Leroy va pouvoir mettre en avant les questions que se posent les ESSMS et les responsables qualité face à cette réforme. Donc, Qualité Val Entreprise, dans lequel je travaille, c'est donc un spécialiste du secteur social et médico-social depuis 2011, qui regroupe 2 activités principales complémentaires. D'une part, un éditeur de logiciels, donc qui propose 2 outils à la commercialisation, le logiciel Qualité Val, qui est un logiciel pour les ESSMS et qui leur permet de manager leur démarche qualité en continu, qui s'organise autour de 6 modules complémentaires, un plan d'action, un module d'évaluation, un module de gestion des risques, qui permet le suivi des incidents, un module d'enquête et enfin un module de gestion documentaire. Un second logiciel, le logiciel QualiProcess, un outil cette fois-ci dédié aux organismes habilités et aux évaluateurs externes qui leur permet de réaliser l'évaluation externe de A à Z. Et seconde activité de Qualité Val Entreprise, c'est la formation professionnelle. Donc, on propose un catalogue de formations assez complet, des formations métiers, des accompagnements également et des formations au logiciel. L'organisme de formation est certifié Calliope depuis 2020 et enregistré à la NDPC. Je vais passer la parole à Cathy Ducos pour présenter l'APESM. Oui, tout à fait, merci. Donc l'APESM, c'est l'association des professionnels de l'évaluation sociale et médico-sociale.
Ben, c'est justement, alors je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, mais Jean-Philippe Binos était à l'initiative de la création de la PESM. Jean-Philippe Binos qui a aussi créé Calit Eval et les Caliprocess. entreprises associées, Caliprocess, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire entre la PESM et Jean-Philippe, c'est pourquoi on a accepté de participer à ce webinaire en remerciement de tout ce que Jean-Philippe a pu faire pour justement aider à la création de cette association qui a aujourd'hui donc qui a 2 ans, voilà. Et elle a été créée parce que vous avez dû entendre parler du rapport qui avait été produit à la suite de la première campagne des évaluations, donc qui avait fait état d'un certain nombre de constats par rapport aux campagnes d'évaluation interne-externe et auxquels les évaluateurs n'ont pas du tout été impliqués, ni même dans quelques réflexions que ce soit. Donc on s'est dit quand même faire une réforme de l'évaluation sans du tout solliciter les évaluateurs, ça nous semblait un petit peu aberrant. Donc voilà, c'est de là qu'a été créée cette association qui fonctionne toujours aujourd'hui et qui réunit une centaine d'adhérents. Et donc, nous, on se prépare aussi à la réforme, puisque vous allez voir qu'il y a des incidences importantes quand même, à la fois pour vous et puis pour nous, les organismes habilités. Et l'objet social de cette association, c'est d'avoir voix au chapitre, de représenter les professionnels de l'évaluation et des organismes habilités dans la réforme qui est en cours, et puis globalement aussi promouvoir la qualité de l'évaluation et des exercices évaluatifs. Voilà. Donc pour ça, on essaye d'être les interlocuteurs privilégiés de la HAS et de la DGCS, donc en les sollicitant sur la réforme en cours, en essayant d'avoir des infos, en essayant de participer le plus activement possible à la réforme en cours. Et puis, de notre côté évaluateur, on essaye aussi d'organiser des réunions de sorte de représenter, de faire remonter l'info sur ce qui constitue les préoccupations des évaluateurs et on espère que la HAS, on espérait, on va dire, que la HAS en tienne compte dans la réforme qui est en cours. Voilà pour la PESM. Très bien, merci Cathy. Donc après cette courte présentation d'introduction, nous allons pouvoir aborder le sujet principal. Donc je vais vous laisser la parole à Cathy Leroy et à Cathy Ducos, pardon, et à Marie Leroy, excusez-moi, pour nous éclairer sur cette réforme. N'oubliez pas, pour les participants, vous pouvez, pendant toute la présentation, poser vos questions directement dans l'onglet sur la droite pour que nous puissions y répondre en fin de présentation. Marie, Cathy, la parole est à vous. Merci Antoine. Cathy, une première question à vous poser. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point d'étape sur le calendrier de déclinaison de cette réforme de l'évaluation dont on entend tant parler et nous indiquer aussi quels impacts cela peut avoir sur les démarches d'amélioration continue de la qualité que mettent en place les établissements sociaux et médico-sociaux? Oui, alors... calendrier. Alors, je vais vous donner des informations qui ont plusieurs niveaux. Il y a les informations officielles que vous connaissez très certainement, donc celles qui ont été publiées déjà dans le Code de l'action sociale. Donc, celles que vous connaissez, c'était qu'en principe, on aurait dû avoir la réforme qui aurait été en vigueur au 1er janvier de cette année. Ça, c'était ce qui était prévu dans la loi au moment où la HAS a pris ses fonctions. Et puis, la crise sanitaire est venue impacter la capacité à la HAS à mettre en œuvre la réforme. Donc, on verra tout à l'heure le décalage des calendriers. Donc, ça, c'est les premiers éléments. Un autre jalon qui a été important, là, c'est le courrier interministériel du 16 décembre de l'année dernière, donc qui est venu poser un certain nombre d'éléments et notamment le moratoire dont on parlera tout à l'heure. Et ce calendrier est venu assouplir les obligations réglementaires pour les évaluations internes et externes en cours. Autre point, donc au regard de ce calendrier modifié là, en décembre dernier, il était question donc, que la réforme soit en vigueur non plus au 1er janvier de cette année, mais au 1er novembre. Et finalement, au regard du retard qui est toujours pris, la HAS annonce l'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2022. Et donc, là aussi, ces points-là
vont être étayés par un décret réglementaire qu'on attend depuis des mois. Hein. Au départ, il devait arriver en mars, et puis finalement, là, il est annoncé plutôt en juin, voire, j'ai vu ce matin dans les dernières publications, peut-être début juillet. Voilà, donc ce décret va venir fixer le calendrier officiel des évaluations internes, alors, on en parlera tout à l'heure, et externes. Donc, voilà, au niveau du projet de réforme, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la réforme telle que la HAS est en train de la construire, mais juste pour dire que vous avez sans doute vu en début d'année une V0 du référentiel d'évaluation proposé par la HAS. Donc cette V0 a été soumise à la concertation publique jusqu'en février. Ils sont en train, donc la HAS est en train de travailler actuellement sur une version modifiée tenant compte des commentaires que chacun a pu faire, donc 888 commentaires, je crois. Référentiel qui comprend des objectifs et des critères, et référentiel qui sera complété aussi d'autres éléments techniques pour venir spécifier au regard des différents établissements la méthode d'évaluation et le référentiel. Donc, il était prévu aussi une expérimentation de ce nouveau référentiel d'avril à mai, mais on sait d'ores et déjà que ce calendrier est décalé. Donc ça, c'est Madame Gadi qui nous l'a dit au moment de notre Assemblée générale début avril. Donc l'expérimentation aura lieu finalement à l'automne. Et ce qui donc laisse entendre, comme on l'a dit, un décalage aussi au niveau de la publication du référentiel et du manuel qualité en général, donc à janvier 2022. Voilà. Donc voilà pour les éléments, on va dire, de publication de la réforme. Et ce qui veut dire que tout ça a aussi un impact sur les exigences qui seront données aux établissements à la fois pour les évaluations internes et externes. Donc c'est les perspectives 2022 dont je fais mention ici. Donc, il va y avoir aussi un décalage des obligations d'évaluation, mais je vais attendre qu'on parle du moratoire pour vous donner ces éléments de calendrier à venir. Merci Cathy. Du coup, j'en profite, je rebondis sur la notion de moratoire dont on a tous entendu collectivement parler. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que veut dire ce moratoire qui est en cours et du coup sur les impacts qu'il a sur nos obligations d'évaluation et peut-être nous donner quelques pistes pour, si cela est possible, en tirer profit de cette année un peu blanche, si on peut dire ça de la sorte, sur nos évaluations. Oui. Alors, effectivement, au moment de la publication du courrier interministériel, il y a eu un trouble qui a duré assez longtemps d'ailleurs. On a eu du mal à avoir des informations précises, d'autant que la HAS avait une interprétation du moratoire et visiblement les autorités de tarification locales et la DGCS pouvaient en avoir un autre. Donc, c'est vrai que ça a créé pas mal d'ambiguïté sur les obligations des établissements à procéder à leurs évaluations. Et donc, la position de la DGCS, elle a été là clairement donnée. Le moratoire assouplit le calendrier, c'est-à-dire qu'il n'oblige pas les établissements à ne pas faire leurs évaluations donc, sur cette année, mais il dit, tenant compte des difficultés de certains établissements à faire face à la crise sanitaire, on vous propose, organismes gestionnaires, de pouvoir décaler vos obligations de rendu d'évaluation interne et d'évaluation externe au-delà des dates légales. Voilà. Donc, le premier délai qui était accordé donnait la possibilité aux établissements qui étaient en retard. Alors, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui étaient en retard avant la crise sanitaire. Il y a ceux qui auraient dû procéder à leurs évaluations entre le 12 mars et aujourd'hui, j'ai envie de dire. Voilà, donc pour eux, le moratoire permet donc de procéder aux évaluations jusqu'au 31 octobre de cette année. Et puis, là justement, avec à nouveau le décalage, la DGCS a acté le fait que
le délai est accordé jusqu'au 31 décembre 2021. Puisque vous avez compris, hein, la mise en œuvre de la réforme démarrera au 1er janvier 2022, ce qui veut dire que pour tous les établissements qui seraient en retard de leurs évaluations externes qu'ils auraient dû rendre avant ou après le 12 mars, vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour procéder à cette évaluation externe, sachant qu'il faut impérativement que le rapport d'évaluation soit sur le bureau ou sur l'ordinateur des autorités de tarification qui vous délivrent l'autorisation au 31 décembre. Voilà. Ça, c'est l'impératif. À cette condition, l'évaluation externe sera considérée comme valide. Voilà. Si vous l'envoyez au 2 janvier, c'est trop tard. L'évaluation n'a plus de valeur. Donc ça, c'est important à savoir. Et pour ce qui concerne, donc, je vous disais le décalage du calendrier, donc la HAS a souhaité, compte tenu des évolutions qui sont celles liées à la réforme du dispositif, tant pour les établissements que pour les organismes habilités, consacrer une grande partie de l'année 2022 à l'appropriation de ces nouveaux dispositifs. Donc, il n'y aura pas d'évaluation avant le deuxième semestre 2022. Et il est prévu que les autorités attendent les premières évaluations à compter du 1er décembre 2022. Voilà. Donc, il y aura le lancement des premières évaluations entre l'été 2022, enfin à partir de l'été 2022, et des rapports d'évaluation qui pourront être envoyés à compter du 1er décembre 2022. Voilà. Donc ça, c'est pour les établissements qui étaient en retard. Pour les établissements qui donc doivent procéder à l'évaluation externe de leur structure à compter du 1er janvier de cette année, là, il y a aussi un report des échéances qui sera traduit dans un calendrier, et ce calendrier sera produit à partir de juillet 2022. Voilà. Donc, ça veut dire en gros que vous avez du temps, ne pas se précipiter pour tout ce qui est des évaluations externes, puisque là, l'année 2022 va être quand même consacrée à l'appropriation de tous ces éléments. Merci Cathy. Alors justement, sur l'appropriation de cette réforme et du contenu et des attendus de l'évaluation, si on rentre un petit peu plus en profondeur dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un peu nous décrypter notamment ces 3 nouvelles modalités d'évaluation dont on entend beaucoup parler, et puis nous dire aussi de ton prisme d'évaluateur externe et du côté de la PESM, on a quand même l'impression qu'on tend vers une procédure qui se rapproche du secteur sanitaire. Dans le secteur sanitaire, on a un référentiel qui est unique pour tous les établissements de santé. On a des patients traceurs, des comptes qualité. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous dire si on tend vers la même démarche, si on est strictement dans la même ou alors pas du tout, et nous expliquer? Alors, déjà on n'a encore pas toutes les informations, hein. C'est-à-dire que là, la HAS a produit, comme vous avez pu le voir, le référentiel. On n'a pas, et puis a donné ses approches d'usager traceur, mais on a très peu d'éléments concrets sur les modalités d'évaluation. Juste avant de rentrer dans le détail de ces éléments, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la réforme, elle vient répondre à 2 problématiques constatées au sujet de l'évaluation. La problématique de l'évaluation interne qui était que l'établissement donnait un grand coup de collier une fois tous les 5 ans, et puis après, il y avait quand même le soufflet qui tombait. Et donc l'important là, c'est d'installer une véritable démarche d'amélioration continue, de faire en sorte que cette démarche d'amélioration continue qui était souhaitée, mais qui dans les faits avait du mal à s'installer, là, elle soit ancrée avec des dispositifs qui deviennent obligatoires. Donc ça, c'est la première nouveauté pour vous, c'est que cette réforme, elle va vraiment insister sur le fait que vous mettiez en place une démarche d'amélioration continue. Alors, on ne parle plus d'évaluation interne-externe,
Il y a évaluation, mais dans les faits, alors contrairement à ce qu'on peut entendre, hein, c'est pas qu'il n'y a plus d'évaluation interne, c'est juste qu'on vous demande plus de l'envoyer tous les 5 ans. C'est pas tout à fait pareil. Et donc, il y aura l'idée quand même d'une auto-évaluation que vous aurez à mettre en place avec ces mêmes outils référentiels que la HAS est en train de produire. Donc, je vous disais, il ne sera plus nécessaire d'envoyer un rapport d'évaluation interne tous les 5 ans. En revanche, cette démarche d'amélioration continue est sanctuarisée dans les rapports d'activité que vous devez remettre tous les ans. Eh bien, on vous demandera d'accorder un chapitre à ce qui concerne la démarche d'amélioration continue dans ces rapports d'activité. La différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous envoyez les rapports aux autorités de tarification, rapport d'évaluation externe. Hein. Demain, l'organisme habilité à procéder à l'évaluation externe mettra sur une plateforme de la HAS le rapport d'évaluation externe de votre établissement et il sera rendu public, comme le sont aujourd'hui les rapports de certification des établissements de santé. Voilà. Et ce qui est différent aussi, alors c'est que autant, je ne sais pas si vous l'aviez noté, mais il était demandé que l'évaluation externe et l'évaluation interne se basent sur les mêmes éléments. Concrètement, étant donné qu'il n'y avait ni méthode ni référentiel commun, les champs d'évaluation étaient les mêmes, mais les méthodes d'évaluation entre l'interne et l'externe n'étaient pas les mêmes en général. Sauf si vous preniez Qualitéval, puisque c'était quand même des logiciels et du coup des logiques assez comparables. En tout cas, là, très clairement, le référentiel et la méthodologie qu'est en train de produire la HAS sera opposable à la fois aux établissements dans leur démarche d'amélioration continue et aux évaluateurs externes lorsqu'ils procéderont à l'évaluation. Voilà. En termes d'éléments aussi qui est modifié, et ça sera acté par décret, là, vous le verrez prochainement, c'est que jusque présent, l'évaluation externe vous était imposée tous les 7 ans, et demain, ce sera en janvier, à partir de janvier, ce sera tous les 5 ans. Et il y aura davantage d'articulation au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et donc au projet d'établissement. Donc, il y a une meilleure cohérence de toutes ces démarches-là au profit justement d'une démarche d'amélioration continue de la qualité et des moyens qui vous seront accordés. Là aussi, je ne sais pas où vous en êtes tous au niveau des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Mais si vous vous souvenez, vos autorités de tarification avaient produit des calendriers de signature des contrats d'objectifs et de moyens. On sera un petit peu sur cette même logique-là demain avec les évaluations, puisque ce seront vos autorités de tarification qui fixeront le calendrier des évaluations externes adossées au CEPOM. Et les premières publications des arrêtés de programmation des évaluations débuteront à l'été 2022. Voilà. Et une différence aussi importante aujourd'hui, le Code de l'action sociale avait fixé que l'autorisation qui vous était donnée était exclusivement subordonnée aux résultats des évaluations externes. Voilà, ce qui était quand même, ce qui donnait un poids important à l'évaluation. Demain, il n'y aura plus ce lien exclusif, mais il y aura d'autres éléments qui vont entrer en compte dans le renouvellement des autorisations qui vont vous être faites tous les 15 ans. Voilà. Et notamment le fait d'avoir une réponse à la politique territoriale sur laquelle votre établissement est implanté. Autre point d'évolution, donc effectivement, c'est quoi la différence entre l'annexe 3.10 qui est celui du cahier des charges de l'évaluation externe et le projet de référentiel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'annexe 3.10, elle ne vous est pas imposée. En termes de méthode, d'ailleurs, sur l'évaluation interne, il n'y avait pas grand-chose qui vous était imposé. En tout cas, donc Marie posait la question, est-ce qu'on va vers un modèle sanitaire? Alors, moi, je ne suis pas
Je ne suis pas experte du modèle, enfin de la certification en santé. J'en ai quelques éléments, donc Marie pourra nous détailler un peu plus tout à l'heure, et puis je vous dirai ce qu'il en est par rapport à ce que nous, on sait hein, de l'évolution des méthodes et des outils. En tout cas, à ce jour, alors c'est clair qu'on va vers un modèle sanitaire. J'espère qu'on va sur le meilleur du modèle sanitaire, c'est-à-dire que ça fait quand même plus de 20 ans que les établissements de santé sont sur ces questions-là. Donc, entre la première version et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, le médico-social ne repart pas à zéro et prend l'expérience du secteur sanitaire. Alors, effectivement, il y a un référentiel commun à tous les établissements, mais la HAS, c'est quand même que entre un CHRS et puis un EHPAD, on n'est pas tout à fait sur la même problématique. Donc, elle a bien pris en compte ces spécificités, pas forcément dans le référentiel commun, mais au travers de grilles d'analyse que vous aurez à mettre en place et que les évaluateurs externes auront aussi à appliquer quand ils feront les évaluations. Donc, le référentiel commun, il s'applique à tous, même si, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce référentiel, il y a des points qui ne seront pas applicables par tous les établissements. Et c'est vraiment au travers de la grille d'analyse que la HAS tiendra compte des spécificités de chaque établissement. Voilà. On a fait remonter, alors je ne sais pas si vous avez contribué, mais en tout cas la PES m'a fait remonter que le référentiel était quand même très soin, enfin beaucoup plus soin, donc les EHPAD vont bien s'y retrouver, je pense. Les établissements du social un peu moins, les établissements de l'enfance un peu moins aussi. Voilà. Mais en tout cas, de notre avis, il y a quand même ce tronc commun, hormis le côté un peu sanitaire, un peu trop développé pour certains établissements, et quoique, ça mérite quand même de poser des questions intéressantes. On trouve que globalement, il a l'air assez ajusté entre, on va sur les points importants sans non plus aller dans des détails qui feraient perdre trop de temps à la fois aux démarches d'évaluation interne et aux démarches d'évaluation externe. Voilà, on le trouve plutôt bien monté, quoi. Donc, on attend impatiemment de voir la nouvelle version et quels commentaires auront été pris en compte pour faire cette nouvelle version. Voilà. Et 3 méthodes. Donc, effectivement, alors là, c'est la grande nouveauté. La question de l'accompagné traceur, le traceur ciblé et l'audit système, c'est en fait prendre l'établissement par plusieurs côtés. Hein. L'accompagné traceur, c'est-à-dire là, très concrètement, alors ce qui est écrit là, donc ça ce sera exigé en termes de méthode pour l'évaluation externe, mais ce sera aussi exigé en termes de méthode pour vos démarches à vous, c'est-à-dire prendre en compte vraiment le point de vue et l'avis de l'usager sur les questions, et donc vous aurez à aborder toute une partie du référentiel directement avec la personne accompagnée. Une personne accompagnée, c'est à la fois la personne et sa famille, évidemment. Voilà. La question du traceur ciblé, là, c'est de se dire, eh bien, je viens vérifier la mise en œuvre de certaines dispositions sur la pratique réelle. Et donc là, la HAS pose vraiment la question d'aller observer ce qui se passe sur le terrain. Et puis la troisième dimension, qui est une dimension un peu plus classique, l'audit système, c'est là la partie chapeau, c'est-à-dire comment l'établissement s'est organisé, s'est structuré dans tout ce qui est les procédures les plus importantes pour organiser l'établissement. Voilà. Et donc je laisserai Marie un petit peu nous faire le pendant avec le sanitaire. Mais en tout cas, moi, de ma place, hein, et nous de la place des évaluateurs, quand on voit ça, c'est super. Enfin, vraiment, il y a vraiment une idée d'avoir ces différents regards qui est très intéressant, de croiser les perceptions de chacun. Voilà, mais c'est exigeant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut être sur ces dimensions méthodologiques-là, c'est pas rien. Je veux dire, aller recueillir une information
fiable de la part des usagers, ça se travaille, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est vraiment la question de la qualité des informations qui vont être relevées et de la fiabilité des conclusions qu'on va pouvoir en tirer. Nous, c'est un enjeu fort, puisque les premières évaluations qu'on a pu faire, bon, on était souvent pas mal sur du déclaratif, et quand il s'agissait d'aller voir des éléments de preuve justement de la mise en œuvre réelle, c'était pas évident. Hein, voilà, capacité à atteindre les objectifs, ok, mais si on ne veut pas se baser que sur du déclaratif, on peut aller faire des observations, mais encore une fois, sur le plan de la rigueur méthodologique, fiabilité et qualité des conclusions, ça va nécessiter quand même une professionnalisation des évaluations internes et des évaluations externes, ça c'est sûr. Voilà. Donc Marie, je ne sais pas si vous pouvez, peut-être tu peux nous apporter un peu le regard de ce qui se fait dans le sanitaire, et puis moi je pourrais rebondir par rapport à ce que j'ai compris de ce que veut mettre en place la HAS. Alors tout à fait, dans le secteur sanitaire, on est sur des démarches qui sont assez similaires, hein, c'est-à-dire qu'on prend un peu tous les prismes d'entrée de l'évaluation pour évaluer les processus, hein, puisqu'aujourd'hui, dans le secteur sanitaire, on raisonne par approche processus. Et la HAS a à cœur de mettre vraiment au centre alors le patient côté sanitaire, et là donc du coup plutôt la personne accompagnée par l'établissement social ou médico-social, avec un prisme qui va permettre en fait, en tout cas c'est l'idée sur le secteur sanitaire, de recouper les informations, c'est-à-dire que sur des thématiques d'évaluation, la bientraitance, l'accompagnement de fin de vie, le processus d'admission, les experts visiteurs côté sanitaire, et donc potentiellement peut-être et ça, Cathy, tu nous diras si vous avez un peu d'informations de ce côté-là, côté attendu de la HAS, mais doivent pouvoir recouper les informations entre ce qu'ils vont pouvoir découvrir sur une approche effectivement traceur ciblé, hein, qui est une approche de découpage du processus, tout en le recroisant avec des rencontres avec des usagers qui ont eu un parcours similaire, et puis effectivement avec un audit du système. Donc voilà, ils sont perpétuellement, enfin, en tout cas les experts visiteurs quand ils viennent, sont perpétuellement à la recherche de toutes les informations pour recouper et s'assurer effectivement d'avoir l'évaluation la plus exhaustive possible. Alors effectivement, la difficulté, c'est de la personne qu'ils vont rencontrer, l'information qu'ils vont récupérer et fiabiliser. C'est aussi s'assurer qu'on n'est pas uniquement sur du déclaratif et de la lettre d'intention avec la jolie procédure qui va bien, mais qui, dans le concret des faits, n'est pas connue des professionnels ou pas déclinée telle qu'elle sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu ce process de recoupage un peu méthodologique qu'ils mettent en place au travers des différentes méthodes d'évaluation. Et c'est vrai que moi, de mon prisme, et ma plus grande partie d'expérience qui est plutôt sanitaire, on voit qu'on tend quand même vers un peu cette même démarche, même si on n'est pas au même niveau d'exigence que les procédures actuelles de certification, mais voilà, on n'est pas non plus au même niveau que les premières procédures de certification que peut-être certains d'entre vous ont connues il y a une petite quinzaine ou vingtaine d'années. C'est vrai que là, on est exactement sur ce même schéma du croisement des regards. Alors, en termes méthodo, je ne sais pas comment est structuré le référentiel de certification, mais là, la HAS a clairement dit le chapitre 1, vous le verrez avec le patient, enfin avec l'usager, le chapitre 2 avec les professionnels et le chapitre 3 avec la gouvernance, enfin, entre guillemets, l'équipe de direction, quoi. Ça, c'est très fléché. Alors, je ne sais pas si c'est fléché comme ça pour la certification. Alors, c'était fléché comme ça dans les procédures précédentes, enfin un peu plus comme ça. Aujourd'hui, on est au stade d'après, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes méthodes, mais là, on a vraiment des recoupements. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grandes réunions plénières où les professionnels sont autour de la table et sur un thème décrivent tout ce qu'ils ont fait. Les professionnels sont mis autour de la table, mais autour d'un processus, c'est-à-dire par exemple le processus d'admission. Le circuit du médicament, tout ce qui touche à l'hygiène et à la sécurité, et doivent décrire concrètement ce qu'ils font, sur quoi ils prennent appui, quels documents, quelles évaluations ils ont fait, quels plans d'action ont été mis en place, et quels indicateurs, hein, puisque sur la partie établissement de santé, on va jusqu'au recueil et au suivi d'indicateurs de mesures. Donc, on est vraiment là-dedans, et on a plus ce côté, effectivement, pour l'instant, on voit dans cette réforme de l'évaluation de un chapitre égale
une méthode et un groupe de personnes. Ça, on était plus sur les certifications V2007, V2010. Là, en V2014, on est vraiment terrain. Les experts visiteurs de la HAS ne sont quasiment jamais en réunion, si ce n'est pour les patients traceurs, hein, quand ils font des patients traceurs, mais sinon, ils sont quasiment tout le temps sur le terrain ou en rencontre duel avec quelques fonctions encore ciblées, bien sûr, toujours le président du conseil d'administration, du conseil de surveillance, le directeur ou le directeur général. Et puis, quand vous avez des établissements qui ont des pharmacies, le pharmacien, le médecin coordonnateur éventuellement, des fonctions un petit peu ciblées. Donc, on serait sur une certif, mais version il y a quoi? C'était il y a 4-5 ans, je ne sais pas. Oui, un petit peu entre 5 et 10 ans, je dirais, entre une V2007 et V2010 pour ceux qui ont pu les... Ok. En tout cas, on y tend. On n'est pas tout à fait exactement en similarité, mais moi, je trouve quand même que dans cette forme, on tend à s'en rapprocher. Et moi, je me posais la question, parce que dans le secteur sanitaire, il y a le compte qualité. Est-ce que ça, c'est... j'ai du mal à voir ce que ça représente, le compte qualité dans les établissements sanitaires. Alors, le compte qualité, en fait, c'est dans le référentiel de certification. Donc, il y a aussi un ensemble d'axes, de critères et d'éléments à remplir, un peu comme le référentiel est fait là en version socle, avec effectivement des thèmes qui sont spécifiques à certaines natures d'activité. Donc là, on est sur quelque chose d'assez similaire. Le compte qualité, en fait, c'est l'endroit où on renseigne sur les critères qu'on a renseignés, parce qu'on n'évalue pas tous les... Enfin, on s'auto-évalue sur tous les critères, mais on n'est pas évalué en visite de certification sur tous les critères. Il y a une sélection de critères qui sont vus. On n'est plus sur une visite complètement exhaustive sur tous les domaines, ce qui fait qu'effectivement, on renseigne tous les éléments dans le compte qualité qui est accessible par les experts visiteurs. Hein. C'est une plateforme qui est mise à la disposition des établissements qui renseignent leur compte qualité. Et donc, les experts visiteurs viennent prendre connaissance de l'auto-évaluation de l'établissement, de ses comptes qualité, des actions qui sont proposées, des éléments de preuve qui sont listés pour préparer leur évaluation quand ils viennent effectivement sur le terrain. Et l'objectif de ces comptes qualité, alors ce n'est pas de faire l'évaluation, ce n'est pas forcément un outil qui va permettre derrière de suivre, de décliner des plans d'action, de suivre des plans d'action, de faire de la gestion documentaire avec ces éléments de preuve, mais c'est plus une interface entre HAS et établissement et experts visiteurs pour du coup que tout le monde ait le contenu de l'évaluation, l'équivalent de l'évaluation interne comme socle de départ. Alors moi, de ce que j'ai compris, j'ai pas l'impression qu'on soit tout à fait sur ce modèle-là hein, dans le médico-social. Donc la HAS va mettre en place une plateforme pour que les évaluateurs externes mettent leur rapport accessible sur cette plateforme. Jusqu'à présent, alors c'est vrai que nous la PESM, on est plutôt concentré sur l'évaluation externe, donc on a peu discuté autour de l'évaluation interne, mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur ce modèle-là, d'autant que ce qui se fera pas comme dans le secteur sanitaire, c'est que aujourd'hui, les évaluateurs, les certificateurs dans le secteur sanitaire sont employés par la HAS et ça ne sera pas le cas dans la nouvelle réforme, c'est-à-dire qu'on continuera à avoir des évaluateurs indépendants. Donc, il n'y a pas cette relation HAS-évaluateur comme dans la certification. Je n'ai pas non plus l'impression que l'évaluation sera centrée sur des points particuliers, hein, comme on l'a dit. Là, on est plutôt sur une évaluation complète. Donc là, pour le coup, je pense que ce ne sera pas la même chose que dans le secteur sanitaire. En revanche, comme je disais tout à l'heure, hein, tous les ans, vous aurez à rendre compte de votre démarche dans un rapport d'évaluation, rapport d'activité, pardon, que vous aurez à remettre aux évaluateurs, mais comme c'est déjà le cas aujourd'hui, en fait. Hein. Tout à fait. Voilà. Ok. Autre point d'évolution, donc le chapitre 3, c'est le chapitre système et c'est celui qui intéresse en particulier les dirigeants de l'établissement et puis les responsables qualité. Et on voit bien que ce chapitre 3, il est très structurant. Alors, approche processus, je ne sais pas, enfin en tout cas, il structure un certain nombre de choses. Il vient poser
des thématiques d'évaluation, des thématiques sur lesquelles l'établissement doit formaliser sa vision, sa politique. Et donc, on voit bien que ce système, ce chapitre-là, va vous engager vers une démarche qualité beaucoup plus structurée, vers une gestion des risques mieux organisée, dans une logique de prévention des risques aussi beaucoup plus structurée. Et là encore une fois, à ce jour, le référentiel, on sent bien qu'il a une dimension sanitaire plus développée que sociale. Donc les EHPAD vont s'y retrouver bien plus, les EHPAD, les MAS, toutes les structures de soins, ils vont s'y retrouver bien plus que les structures sociales. Et puis, dans ce chapitre-là, on voit davantage le lien entre la politique des ressources humaines et la qualité de vie au travail et la qualité des accompagnements. Donc là aussi, tout ce chapitre-là va vous obliger à formaliser bien plus votre vision, ce qui est au demeurant très bénéfique pour la gestion d'établissement. Mais là, au moins, en tout cas, c'est posé dans le référentiel. Voilà pour ce qui concerne le référentiel. Alors, aujourd'hui, on n'a que le référentiel. On n'a vraiment pas le détail de la méthode. Voilà. Et j'ai contacté Madame Gadi la semaine dernière et elle a bien mesuré mon impatience, m'a-t-elle dit, mais en tout cas, pas d'infos à ce jour. Voilà. Merci Cathy pour cet éclairage sur vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui, cette réforme de l'évaluation. Est-ce que tu pourrais nous préciser ce que cette procédure, cette réforme et notamment ces nouvelles modalités d'habilitation des évaluateurs externes pourraient avoir comme impact pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, parce qu'aujourd'hui, on a tous des organismes avec qui on travaille ou on a travaillé, mais là, il va y avoir un cran qui va être passé. Et est-ce que tu peux un peu nous détailler ce que ça va entraîner pour nous, éventuellement? Voilà, alors c'est un cran, c'est un méga cran, quoi, parce que autant pour vous, ça va changer aussi sur la méthode, on va vous imposer une méthode, etc. Pour les organismes habilités, là, on passe, c'est même plus une marche, la différence d'exigence est énorme. Pour se faire habiliter, il y a 10 ans de ça, il fallait remplir un formulaire administratif. Donc, c'est vrai que, honnêtement, c'était quand même très light. Aujourd'hui, il y a un renforcement de la procédure, mais légitime. C'est-à-dire que, effectivement, il y avait des évaluations qui étaient totalement hétérogènes sur le nombre d'évaluateurs, sur la façon de faire, etc., sur la qualité des rapports. Donc, il fallait effectivement homogénéiser tout ça. Mais la marche est quand même très, très importante entre les deux critères. Et d'ailleurs, juste pour la petite info, on a appris l'accréditation COFRAC avec la lettre ministérielle. À aucun moment, la HAS nous avait indiqué que ça pouvait se passer comme ça. Elle était plutôt rassurante. Alors, je ne sais pas si elle n'était pas au courant elle non plus, mais enfin bon. En tout cas, voilà. Donc, ça va avoir une très forte incidence. Alors, juste pour info, il y avait à peu près 900 organismes habilités à un moment donné, au plus haut. Une fois que la première grosse vague était passée, il y avait à peu près 350-400 organismes actifs, organismes habilités actifs. Là, avec l'accréditation COFRAC, ça va encore réduire le nombre d'organismes habilités parce que l'accréditation COFRAC, c'est beaucoup plus exigeant qu'une certification. Donc, on est sur un niveau d'exigence de structuration de la démarche qui est important. Dont l'objectif est double, donc c'est d'avoir des qualités d'évaluation qui est mieux maîtrisée, donc ça c'est très bien. Il y a aussi et c'est pourquoi ils ont opté pour une norme pour l'accréditation COFRAC bien particulière, c'est la norme des inspections. Alors, il ne faut pas prendre peur. Là, dès qu'on parle d'inspection, tout le monde commence à paniquer. C'est juste le terme qui est consacré dans cette norme. Mais la HAS tient à ce que la question de l'évaluation, elle reste entière et qu'on ne soit pas du tout sur de l'inspection ou du contrôle. Ça, je tiens à vous rassurer là-dessus parce que vous pourriez entendre des choses par rapport à ça. Donc, cette norme a été choisie au regard de l'impartialité qui est nécessaire pour faire cet exercice d'évaluation, puisque
comme vous avez compris, même si le lien exclusif n'existe plus avec l'autorisation, malgré tout, les rapports d'évaluation externe servent à renouveler votre habilitation. Donc, il est fondamental d'avoir une impartialité de la part des personnes qui vont procéder à l'évaluation. Voilà. Ce que ça va changer, et ça c'est très bien, c'est l'obligation pour les organismes habilités de montrer la preuve d'un process de formation continue des évaluateurs externes, d'un process de suivi des évaluateurs externes quand ils sont sur les pratiques de l'évaluation, donc d'aller regarder si effectivement ils appliquent bien la bonne posture, la bonne méthode, etc. Et puis des rapports qui seront qui ont des circuits de validation plus exigeants, là encore, pour contrôler la qualité de ce qui est produit, sachant que les rapports, de toute façon, ils vont être soumis à un modèle produit par la HAS, et donc on sera tous obligés de répondre à ce modèle-là. S'il y a un point important dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, en termes de réforme, sur le fond, on se trouve entre l'évaluation d'aujourd'hui et la démarche de certification, puisqu'on a un référentiel qui série quand même beaucoup les questions qu'on va vous poser, mais on reste quand même, enfin en tout cas c'est ce que Madame Gadi cherche aujourd'hui à avoir en termes de qualité d'évaluation, on reste quand même sur la prise en compte de la dimension médico-sociale et du projet. Et on ne va pas être sur la case à cocher fait pas. Hein, il y a quand même une dimension d'étayage qui prendra part dans les rapports d'évaluation, c'est-à-dire il y aura du contenu à présenter, il y aura de l'étayage écrit à présenter. On ne sera pas juste sur dispose fait pas, quoi. L'accréditation COFRAC, donc comme je vous disais, c'est une procédure qui est exigeante, donc exigeante en termes de ressources humaines à faire vivre, hein, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qualité à organiser en interne. Et puis il y a des visites d'accréditation, de première accréditation, de visite annuelle, c'est tous les 4 ans, puis tous les 5 ans, et puis chaque année, il faut qu'il y ait un auditeur COFRAC qui vienne voir si on fait bien ce qu'il faut. Donc tout ça, ça va avoir un coût. Ce coût, aujourd'hui, il n'existe pas, puisqu'il n'y avait pas tout ça. Donc on se demande, enfin, ça va forcément se répercuter soit chez vous, soit chez nous. Donc ça, ce sera à voir. En tout cas aujourd'hui, nous, ce qu'on trouve, c'est que la HAS ne rend pas forcément compte de la capacité financière de certaines structures, hein, des services à domicile notamment, puisqu'ils ont l'idée aussi d'avoir un nombre minimum d'évaluateurs qui vont venir sur les structures. On dit oui, mais enfin, pour un service à domicile, faire venir 2 évaluateurs, c'est juste pas possible financièrement. Donc ça, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. En tout cas, ça fait partie des sujets qu'on a mis un peu sur la table en disant c'est bien, hein, c'est très bien tout ça, mais au final, qui c'est qui va payer, quoi. Voilà. Voilà pour ce qui concerne les modalités d'habilitation. Ce qui change aussi, c'est que pour être accrédité COFRAC, il va très certainement falloir choisir un périmètre d'intervention. Donc, soit l'organisme habilité décidera d'ouvrir son habilitation à tous les champs, donc EHPAD, social, addicto, etc. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il apporte la preuve qu'il a les évaluateurs compétents pour ce faire, soit il se spécialisera. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Et les perspectives pour 2022, c'est, comme je disais tout à l'heure, en fait, les organismes habilités auront aussi un temps pour se préparer, pour se faire accréditer. Alors, pour se faire accréditer, là aussi, ça va peut-être avoir un impact chez vous, c'est que le COFRAC assistera à certaines évaluations. Ça fait partie de la procédure d'accréditation, pardon. Et après, l'accréditation, une fois qu'on sera passé au crible du COFRAC, on pourra demander l'habilitation à la HAS. Voilà ce que je pouvais vous dire. Parfait. Sur la nouvelle procédure d'habilitation. Merci Cathy et Marie pour cette intervention, cet échange. Est-ce que je peux enlever le partage pour vous voir? Parce que là, moi, je ne vois personne. Je suis seule devant mon écran. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Je peux? Oui. Merci. Merci.
Voilà, arrêtez le partage. Voilà. Donc cet super. échange nous a permis d'y voir plus clair sur la réforme à venir. Donc comme on l'a tous compris, hein, il y a des éléments qui restent encore à formaliser, à mettre en place et à officialiser par les autorités dans les mois à venir. Donc ce sera peut-être l'occasion de vous proposer un autre webinaire à la rentrée ou sur la fin de l'année. Alors, on va passer aux questions du public. Donc, il y a eu un certain nombre de questions. Alors, la première, je vais y répondre très, très rapidement. Il y a eu beaucoup de questions sur est-ce que le PowerPoint sera disponible. Donc, effectivement, oui, nous pourrons envoyer le PowerPoint aux différents participants. L'une des premières questions qui a été posée, ça concernait le manuel qualité, donc associé au nouveau référentiel, en gros la méthodologie. Donc, d'après ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, le manuel n'est pas encore disponible et donc il sera disponible un petit peu plus tard dans l'année. Il y a des personnes qui se Et donc, posent... le manuel qualité, c'est à la fois le référentiel et la méthode. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Référentiel en version finale et méthodologie. Et donc, je vais rebondir tout de suite concernant le logiciel Qualitéval, parce qu'il y a eu aussi des questions à ce niveau-là. À quel moment le logiciel sera, on va dire, intégrera ces nouveaux éléments fournis par la HAS. Nous attendons évidemment la publication officielle de ces éléments pour pouvoir les intégrer. Et donc, on espère le faire le plus rapidement possible suite à cette publication qui interviendra donc dans les derniers mois de l'année, voire au tout début 2022. Donc, on s'attend à ce que le référentiel soit proposé à l'ensemble de nos clients début 2022 au plus tard. Alors, il y a eu quelques questions concernant le moratoire. Donc, on a bien compris, tu as bien expliqué le moratoire pour l'évaluation externe. Il y avait des questions quid de l'évaluation interne sur ce moratoire. Est-ce qu'on doit réaliser, hein, il y a beaucoup de questions en ce sens. J'ai une évaluation interne à réaliser normalement d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que c'est mieux de la réaliser avant le 31 décembre et de l'envoyer sur le contexte actuel avec les référentiels actuels, ou d'attendre pour basculer sur l'année prochaine, sur 2022, avec le nouveau dispositif? C'est moi qui réponds. Je dirais que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de est-ce que vous avez besoin de faire une évaluation interne aujourd'hui, voilà. Et la deuxième question, c'est quand a priori vous allez faire l'évaluation externe, puisque effectivement, si vous avez le temps, si vous n'avez pas besoin impérativement pour vos besoins de fonctionnement interne, de faire une évaluation interne aujourd'hui, et que vous pouvez attendre la publication du nouveau référentiel, moi je recommanderais de le faire. Voilà, parce que ça veut dire que vous aurez une évaluation externe qui viendra regarder avec les mêmes méthodes que l'évaluation interne. Donc voilà, si vos autorités de tarification ne vous l'exigent pas, et si vous-même en interne, vous ne ressentez pas le besoin imminent de la faire, retardez. Voilà. Mais ça, c'est mon avis personnel. Voilà, donc à valider avec ces autorités de tarification, évidemment. Voilà. Et donc, ça se fait localement et c'est vos interlocuteurs qui vont pouvoir valider cette option. Et puis surtout, en fonction de quand votre évaluation externe devra être produite, quoi. Réalisée. Donc, ça me fait la transition sur un petit peu le même type de questions. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Ils ont cette fois-ci une évaluation externe à rendre soit sur 2021, soit sur le tout début à mettre en place, pardon, soit sur 2021, soit sur le tout début de 2022. Quid? Est-ce qu'ils se dépêchent pour la faire avant le 31, la mandater avant le 31 décembre, ou est-ce qu'on la bascule, là aussi, on attend le nouveau dispositif? Est-ce que c'est préférable? Si vous devez le faire sur 2021, la question ne se pose pas. Enfin, en tout cas, ça veut dire que si effectivement la question se pose, vous pouvez choisir de la faire sur 2021 et avant le 31 décembre. Si vous décidez de la décaler avec le nouveau dispositif, ça veut dire qu'elles démarreront à partir de l'été 2022.
Voilà. Et vous aurez donc les premières évaluations à partir de l'été 2022 pour vous laisser le premier semestre pour réaliser ces évaluations avec vous approprier la méthode et les outils de la réforme. Et donc ça, vous aurez ensuite jusqu'en juin 2023 pour procéder à votre évaluation si vous êtes en retard. D'accord ? C'est-à-dire que si vous deviez la faire avant le Covid, après le Covid, en tout cas là sur cette période transitoire, vous aurez jusqu'en juin 2023 pour le faire. Mais avec le nouveau référentiel. D'accord ? D'accord. Si vous devez la rendre, très clairement, hein, si votre autorité de tarification vous dit « nous, on veut votre évaluation externe avant le 22 janvier », là, la question ne se pose pas, il faut que vous la rendiez avant le 31 décembre. Parce que le 22 janvier, si vous rendez à partir du 1er janvier, c'est la nouvelle mouture qui est en vigueur. Donc voilà. Donc toutes les exigences en fait qui seraient au premier trimestre, mais de la part de vos autorités de tarification, hein, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à négocier le report, il faut que ce soit fait avant le 31 décembre. Parce que c'est vrai qu'on a cette difficulté qu'il y a le moratoire, la DGS qui dit certaines choses, mais après, sur place, les autorités de tarification, parfois, ont d'autres exigences, quoi. Très bien. Alors, quelques questions qui vont concerner cette fois plus les organismes habilités et les évaluateurs. Une question qui concerne donc les organismes qui étaient habilités jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils doivent quand même passer la nouvelle accréditation par la COFRAC? Il n'y a pas d'obligation, hein. Ça c'est de la liberté de chacun de s'engager à l'accréditation. Par contre, si vous n'allez pas à l'accréditation, vous ne pourrez plus faire d'évaluation. Ouais. Donc l'habilitation en cours est valable jusqu'au 31 décembre de cette année. Après, on ne peut plus. Très bien. Alors, il y a des questions peut-être un petit peu plus spécifiques auxquelles on ne pourra pas répondre là. Je vais essayer d'en trouver une dernière pour finir ce webinaire. On ne pourra pas forcément répondre à tout. Peut-être pour compléter, Antoine, on voit quelques demandes où peut-on trouver le référentiel en version V0 et les grilles d'évaluation. Peut-être que tu peux apporter des éléments de... Oui, alors au niveau du référentiel V0, donc deux choses. D'une part, pour les clients qualité Val, nous, on l'a récupéré, on a la possibilité de vous le mettre à disposition directement dans le logiciel. Hein, il suffit de vous rapprocher de moi ou du support technique pour faire cette demande. Et sinon, on a également la possibilité, vous avez la possibilité de le récupérer, notamment sur notre blog. Hein, on avait repris le document qui avait été publié en début d'année au mois de janvier. Donc, si vous remontez sur les articles du mois de janvier, vous allez facilement le retrouver, blog.qualitéval-entreprise.fr. Voilà, donc pas mal de questions qui restent. Alors, on ne va pas avoir le temps de répondre à tout. Alors, une question sur les coûts, pour peut-être finir là-dessus. Donc, les coûts pour les établissements, au niveau de l'évaluation externe, on peut s'attendre à une augmentation des coûts, puisqu'on va passer de 2 évaluations à 3 évaluations, d'une part. Et après, comme tu l'as présenté, il y a des contraintes supplémentaires au niveau des organismes habilités et des évaluateurs indépendants. Est-ce que l'établissement peut s'attendre à un coût supérieur par évaluation externe également? Et est-ce que ce coût est cadré par la HAS? On est sur un marché concurrentiel, donc le cadrage, il ne peut pas être formel. Il le sera de facto, puisque si l'HAS nous dit il faut tant d'évaluateurs et un minimum de temps de jours, ça cadre. Donc ça va harmoniser les tarifs. Après, de savoir comment va se répercuter le coût
l'accréditation, et ça, je ne sais pas le dire, ça, chacun va avoir la politique de tarification qui est la sienne, hein. Soit il va décider de vouloir être agressif sur le marché et donc pas trop répercuter pour faire du volume. Ça c'est comme ça l'est aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, sur une évaluation, on peut être à des tarifs vraiment différents. Donc, ça va être la même chose. À mon avis, ça va être la même chose. Par contre, moi, j'ai quand même enfin, comment dire, comme je disais tout à l'heure, ça va réduire le nombre d'organismes habilités et accrédités. Pour autant, il va y avoir quand même un volume d'évaluation à produire. Donc forcément, les structures qui sont aujourd'hui habilitées vont peut-être juste devenir des évaluateurs qui vont travailler pour des organismes habilités. Donc, je pense que c'est toujours intéressant que vous, les établissements, soyez en contact avec ces personnes-là qui peuvent travailler, être partenaires privilégiés de certains organismes qui seront habilités. Donc, je crois que le lien de confiance que vous avez pu établir avec des organismes ou des évaluateurs, je crois qu'il faut le garder. Et puis, voilà. Et puis, soit vous procéderez à l'évaluation en partant de la liste, soit en faisant jouer le réseau et en voyant s'il y a des évaluateurs qui travaillent avec des organismes et que vous avez confiance en eux, continuez à travailler avec eux, quoi. Voilà. En tout cas, c'est une approche de l'évaluation que vous pouvez avoir. Très bien, merci. Bon, on va s'arrêter là. La séance touche à sa fin. Je vous remercie toutes les deux pour votre participation, d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également tous les participants. On était très, très nombreux aujourd'hui. Également, merci pour vos questions. Alors, on n'a pas forcément eu le temps de répondre à chacun. Voilà, on verra si on peut apporter quelques réponses en direct sur certaines questions dans les prochains jours. Je tenais également à vous, si vous avez encore une minute, allez voir dans la partie sondage, nous faire un retour sur votre avis sur ce webinaire. Ça nous permettra de nous améliorer. Le replay de cette intervention sera disponible, donc vous allez recevoir un lien quelques temps après la fin du webinaire. Vous aurez la possibilité, si vous avez raté une partie ou si vous souhaitez le revoir, d'accéder à ce replay jusqu'à la mi-juillet a priori. Et je vous invite également donc à aller visiter les sites internet de Qualitéval Entreprise, donc qualitéval-entreprise.fr, et de l'APESM, apesm.fr également. Oui. Bon, nous, on n'a pas trop d'actualité dessus. Hein. Oui, mais si jamais il y a des évaluateurs externes qui souhaitent s'inscrire à votre association. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie encore tous pour votre participation et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci. Merci Antoine, merci Cathy. Merci.